Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation qui traverse notre pays en ce moment est on ne peut plus grave. Il y a péril en la demeure. Et si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être les derniers Congolais à avoir vécu en RDC dans ses frontières actuelles. Aujourd'hui, comme hier, des éléments des armées rwandaises et ougandaises, regroupés au sein d'une unité appelée M23, sèment la mort et la désolation dans les Nord Kivu, notamment à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo, Rugari. Maintenant, ils avancent vers Goma. Cette situation a entraîné un exode massif des populations qui viennent s'ajouter à plus de 6 millions de déplacés internes déjà enregistrés dans l'est du pays, abandonnés et sans assistance, victimes de violations massives des droits humains. Il va sans dire que la RDC souffre de cette situation à partir de la première agression du Rwanda et de l'Ouganda sous les labels de l'AFDEL en octobre 1996. Depuis, le président du Rwanda, M. Paul Kagame, s'est érigé en faiseur de différents présidents qui se sont succédés à la tête de la RDC. C'est inacceptable. Les conséquences de la crise de légitimité et de déni de souveraineté qui en découlent se font sentir aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda se donnent à cœur joie dans la déstabilisation de la partie est de notre pays, qui s'étend dans d'autres parties du territoire national, notamment dans les Maïndombe et le Kwilu. Cette déstabilisation est rendue possible notamment par l'infiltration de toutes les institutions de la République. Et pour mieux contrôler la RDC, ses ennemis l'ont amené dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila et M. Kagame. Question. Quelle serait alors la motivation profonde pour M. Kagame aujourd'hui d'agresser M. Tshisekedi alors que ce dernier a reconnu lui avoir tout donné? Deuxième question. Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Le discours, c'est bon. Mais qui est responsable du génocide congolais? 10 millions de morts depuis 1993 et de 6 millions de déplacés internes. Autre question. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Aussi, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de plaintes auprès de la Cour internationale de justice? À ce sujet, il faut rappeler pourtant que lors de l'agression de la RDC par le Rwanda en 1998, le gouvernement de l'époque avait porté plainte à la Cour internationale de justice pour acte d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le M23 et les gouvernements des faits de la RDC pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda.
dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle le fait accompli d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par le M23 resteront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Le peuple congolais, debout, s'y opposera avec la dernière énergie. Nous disons que la paix se gagne par les combats, non pas une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner les FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU-RDC, Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Peuple congolais, cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre les sieurs Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Tout Congolais doit être au combat, conformément à l'article 63 de notre Constitution, qui dispose que, je cite, « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. » Que vous soyez au sud, au nord, à l'ouest et à l'est, ou dans la diaspora, mobilisons-nous tous pour soutenir nos vaillants militaires qui se battent pour l'intégrité de notre territoire et prouvons au monde entier que le Congo est un, indivisible et il le restera. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple.
Bonjour à tous, nous sommes avec Monsieur Martin Fayulu, opposant congolais. Monsieur Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de la DW, la radiodiffusion télévision internationale allemande. Vous êtes avec nous ici à Bonn, dans nos studios, et avec vous, nous allons parler de la vie politique en République démocratique du Congo, à pratiquement un an de la présidentielle prévue en décembre 2023. Nous parlerons également de la situation sécuritaire dans l'est du pays et de la vie socio-économique au Congo. On commence par la situation sécuritaire avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'est du pays, dans la région du Nord Kivu. Comment réagissez-vous à la reprise des hostilités dans l'est du Congo entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise? D'abord, merci de m'avoir invité. Et, je voudrais simplement dire que ce ne sont pas les hostilités des rebelles. Le Congo est attaqué. Le Congo est attaqué par des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors, le Congo est attaqué et à la fois abandonné. Abandonné par la communauté internationale parce que les gens parlent de ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, c'est extrêmement grave. On tue, on pille et la vie des gens sont menacées. Mais ce qui se passe aussi au Congo est autant grave parce que au Congo, on tue, on pille et les gens n'ont pas de vie au Congo. Au Congo, il y a 10 millions de Congolais qui ont été tués depuis que cette affaire a commencé depuis 1994. Au Congo, il y a aujourd'hui 6 millions de Congolais qui sont des déplacés internes. 6 millions de Congolais. Au Congo, il y a plus d'1 million de Congolais qui sont des réfugiés, qui n'ont pas, qui ont quitté leur pays parce qu'on les a forcés de quitter le pays. Au Congo, il y a plus de 5 millions d'enfants en âge de moins de 5 ans qui n'ont pas à manger. Ils sont malnutris et ils n'auront pas de croissance. Au Congo, il y a tout ça. Alors, donc, maintenant, ce que j'ai dit, le problème, ce ne sont pas des violences, ce ne sont pas des conflits, ce ne sont pas des rebelles, c'est des armées étrangères attaquent le Congo. Il faut que les gens le prennent comme ça. Alors, vous citez le Rwanda qui serait l'agresseur du Congo. Alors, quel intérêt a le Rwanda à agresser le Congo? Mais le Rwanda a l'intérêt. Le Rwanda dit qu'il y a une partie de son territoire qui se trouve au Congo. Vous n'avez pas entendu ça? Le Rwanda exploite les ressources naturelles du Congo. Les coltans congolais, l'or congolais. Et vous avez des preuves que le Rwanda exploite toutes ces ressources? Mais le Rwanda les met dans ses exportations. Le Rwanda a une raffinerie d'or. Le Rwanda n'a pas d'or dans son sous-sol. Où est-ce que le Rwanda trouve cet or-là? Tout l'or que le Rwanda exporte. Où est-ce que le Rwanda trouve ça? Le Rwanda a intérêt autre intérêt du Rwanda, c'est de placer des gens, de chasser les Congolais de leur territoire et de mettre des Rwandais et que les Rwandais gardent ces territoires. Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Donc ce sont les intérêts du Rwanda, les intérêts d'un hégémoniste qui s'appelle M. Kagame, qui a cette vision. Il croit qu'il va dominer cette partie du continent. Et nous lui disons que non, le peuple congolais n'acceptera jamais que son pays soit balkanisé, n'acceptera jamais qu'un centimètre carré, même millimètre de son territoire soit cédé au Rwanda. Alors, le gouvernement congolais a expulsé récemment l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est une bonne mesure selon vous, une bonne décision? Mais écoutez, on le demande depuis longtemps, depuis que j'ai demandé que ce monsieur devait partir, et parce que le Rwanda nous a attaqués. Et depuis que je demande, l'Union africaine doit prendre des décisions contre le Rwanda. Depuis que je demande que les Nations Unies doivent prendre des décisions contre le Rwanda, et même tous les pays épris de paix et de justice doivent intervenir et sanctionner le Rwanda. On ne peut pas continuer avec l'impunité, on ne peut pas continuer avec un pays qui agresse un autre pays et que toute la communauté internationale regarde comme si de rien n'était. Alors, vous parlez de la communauté internationale. La MONUSCO est pourtant présente en République démocratique du Congo. On se demande qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Est-ce que vous êtes pour le départ de cette force onusienne, comme de nombreux Congolais le demandent? Je suis pour qu'on arrête la mission actuelle de la MONUSCO.
la mission de stabilisation. On ne peut pas stabiliser quelque chose qui n'existait pas. Mais je suis par contre pour qu'on établisse une autre mission, un autre mandat, une mission des Nations Unies qu'on appellera Opération des Nations Unies au Congo pour établir la paix au Congo. Donc c'est très clair. Donc aujourd'hui, la mission telle que dessinée par les Nations Unies, cette mission a échoué. On n'a pas pu, maintenir la paix. Maintenant, le pays est dans une situation extrêmement difficile. Le pays est attaqué. Il faut une mission robuste des Nations Unies, une mission où les gens vont combattre, comme on a fait en 1960, en 1964 au Congo. Alors il y a l'Afrique de l'Est qui tente aussi de voler au secours du Rwanda, le Kenya qui va envoyer des soldats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la solution aussi, elle ne peut pas être sous-régionale, les pays amis de la RDC? Vous avez déjà vu le pyromane qui va aller lui éteindre le feu? Qu'est-ce que vous parlez? Vous dites que ces pays-là qui ont des intérêts, c'est vrai que les pays peuvent avoir des intérêts économiques, commerciaux, on ne disconvient pas. Mais ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, et qui, eux, veulent une portion du pays, surtout le Rwanda, qui, eux, veulent distancer l'Est du Congo du reste du Congo. Parce que c'est ça la balkanisation. Oui, ben c'est l'armée kenyane qui veut se déployer dans l'Est mais l'armée du Congo. L'armée kenyane ne peut pas se déployer au Congo parce que l'armée kenyane ne peut pas aller combattre l'armée rwandaise ou l'armée ougandaise. Ils sont dans Eastern African Community entre eux depuis longtemps. Ils se connaissent, ils vont pas se combattre, ils vont pas se battre. Donc, ce que nous voulons, une mission robuste des Nations Unies pour combattre, ou bien des pays amis que nous choisissons, nous. Le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Le Congo est en Afrique centrale. Le Congo est dans l'Union africaine. Mais pourquoi multiplier des créations, des sous-organisations et qui ne produisent rien? Ça, Eastern African Community a une mission précise pour elle, donc cette communauté. Regardez, quand vous lisez les communiqués que les chefs d'État ont lancés au mois de mai, ils disent clairement que les chefs d'État et de gouvernement se sont convenus pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité à l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région de l'Afrique de l'Est dans son ensemble. C'est-à-dire que pour la RDC, ce qui les intéresse, c'est simplement l'Est. C'est 40 millions de Congolaises et Congolais qui habitent là-bas. C'est vaste marché, des ressources naturelles énormes. C'est pour cela que vous avez des aberrations de type l'accord d'Addis Abeba qui dit, voilà, vous avez des obligations, vous devez gérer, vous, la région, tous gérer les ressources naturelles du Congo ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réduire les Congos à ce niveau. Alors, l'armée congolaise dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle a du mal à vaincre tous ces groupes armés qui pullulent dans la région? Parce que l'armée est infiltrée, parce que l'armée a été affaiblie exprès. Monsieur Kabila a fait exprès, parce que lui, il a une mission, il avait une mission, il continue avec cette mission pour déstabiliser les Congos et dépecer les Congos après que chacun qui peut ramasser des morceaux, ramasse des morceaux. Il n'y a pas une armée. Monsieur Félix Tshisekedi, il a usurpé le pouvoir. Il est là 4 ans après. Il n'a pas daigné former une armée forte, une armée entraînée, équipée et une armée qui pouvait se battre. Donc, c'est comme ça que nous voulons prendre le pouvoir de ces pays pour avoir une armée qui va défendre l'intégrité du pays. Nous voulons avoir des dirigeants légitimes, des dirigeants qui auront le peuple derrière eux pour combattre, comme le dit l'article 63 de notre Constitution, que tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, le président Félix Tshisekedi a lancé récemment un appel à la mobilisation populaire, à la mobilisation générale des jeunes Congolais. C'est une initiative que vous saluez? J'ai lancé l'appel avant. J'ai lancé l'appel pour que tous les Congolais et ainsi que tous les politiciens
parlent le même langage sur cette agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Donc aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons savoir que nous sommes attaqués par ces deux pays et surtout par le Rwanda. Et donc, il y a une concurrence qui s'est faite entre ces pays, surtout le Rwanda et l'Ouganda, et chacun veut tirer profit du Congo. Chacun constate que Félix Tshisekedi est très faible et ils veulent tirer avantage. Donc pour moi, Félix Tshisekedi, c'est parmi, le problème. C'est lui le problème. Lui, il a été mis en place par M. Kagame et M. Kabila. Ils ont manigancé, ils ont signé des deals. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne peut pas, ouvertement faire ce qu'il a décidé, ce qu'il a dit qu'il allait faire, parce que le peuple congolais ne veut pas qu'il le fasse. Par exemple, il a demandé ou il a accepté de recevoir la police rwandaise à Goma. Et les Congolaises et les Congolais ont dit non, nullement question. Et c'est comme ça que vous avez vu, pour le pousser à faire ce qu'il devait faire, M. Kagame a envoyé ses supplétifs à Bunagana et finalement aussi envoyé Félix Tshisekedi dans Eastern African Community. Donc c'est quelque chose de préarrangé. Ce que M. Tshisekedi Félix fait maintenant, c'est il est en train d'accompagner le mouvement pour que, à un moment donné, on se dise, mais écoutez, on ne peut rien, il faut négocier avec ces gens-là. Donc on met les M23 dans l'armée congolaise, on dit que les M23 devient un parti politique, ils occupent des fonctions, et aussi, dans l'entretemps, on se dit, est-ce qu'on peut organiser des élections maintenant avec tout ce qui se passe? On postpose les élections, ou, dans l'entretemps, pendant que les gens sont distraits, on organise la fraude électorale. Alors, voilà. Monsieur Martin Fayulu, vous êtes en ce moment en Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un pays comme l'Allemagne en particulier et l'Union européenne et la communauté internationale en général pour régler une bonne fois pour toutes, si cela est possible, cette crise sécuritaire dans l'Est du Congo? Très bonne question. C'est que j'attends de l'Allemagne. Que l'Allemagne fasse ce qu'elle est en train de faire en Ukraine. C'est que le Congo est attaqué et le gouvernement allemand doit condamner le Rwanda, doit condamner l'Ouganda. Ça, c'est un. De deux, le gouvernement allemand, comme l'Union européenne, tous, ils doivent aider l'armée congolaise, comme on aide l'armée ukrainienne. Le gouvernement allemand, l'Union européenne, doivent faire en sorte que les élections prochaines au Congo soient des élections impartiales, transparentes et apaisées. Et que si quelqu'un s'amuse à voler la victoire du peuple, ça il faut le dire, le gouvernement allemand doit le dire aujourd'hui, que si quelqu'un s'amuse à voler la victoire du peuple, le gouvernement allemand ne reconnaîtra jamais ce gouvernement usurpateur. Alors donc, c'est tout ça, et le gouvernement allemand doit aussi tout faire pour que la communauté internationale respecte le peuple congolais. Les relations sont des relations entre le peuple. Ce ne sont pas des relations entre des individus. Il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple qui souffre dans son âme, dans son amour propre. Il y a un peuple qui est totalement délavé. Et ce peuple, c'est le peuple congolais. Nous disons au gouvernement allemand que trop c'est trop et il est temps d'agir.